Cheikh Anta Diop pensait qu'on pouvait créer en Afrique une conscience nationale si on diffusait en Afrique ce qu'il appelle la conscience historique africaine, la mémoire historique de l'Afrique, la mémoire que beaucoup de peuples africains connaissent une unité culturelle. Il y a une unité culturelle en Afrique, que beaucoup de peuples africains ont une origine commune qui est l'Égypte ancienne. Quel était le diagnostic ou les problématiques spécifiques qu'avait identifié Cheikh Anta Diop à l'époque, donc déjà avant les années 60, hein, donc avant la vague de décolonisation, mais aussi après. Hein, donc, qu'est-ce qu'il avait craint qu'il arriverait après l'indépendance de ces différents États africains, hein, indépendance dont apparemment il n'avait aucun doute que ça arriverait, hein, d'après votre livre. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait à son niveau en tant qu'éminent intellectuel pour essayer de contribuer donc au succès de cette décolonisation? Ce qui est remarquable, c'est que bien avant la décolonisation, c'est-à-dire au début des années 50 même, Cheikh Anta Diop avait déjà identifié ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui. Il avait déjà identifié. Dans quel sens? Cheikh Anta Diop avait identifié que les futurs États africains indépendants couraient un risque de sud-américanisation. Je crois qu'à son époque, effectivement, au début des années 50, le jeune Cheikh Anta Diop, qui s'intéressait beaucoup à la politique internationale, il était interpellé par ce qui se passait en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on avait des États indépendants, plusieurs États indépendants, des États, on va pas dire des micro-États, puisqu'il y avait par exemple un État comme le Brésil, qui est un État presque continental. Mais ce qui était certain, c'est que la majorité des États de l'Amérique du Sud, d'un point de vue géopolitique, ne pouvaient pas opposer une résistance à l'emprise des multinationales américaines. Et ce qui se passait dans ces États d'Amérique du Sud, c'est qu'en vérité, qui est-ce qui gouvernait réellement ces États? Ce n'étaient pas leurs représentants officiels, c'était en fait les multinationales. Ce sont les multinationales qui décidaient de ce qui devait se passer. Et lorsque un président sud-américain résistait aux multinationales, ces multinationales, il était tout à fait facile pour eux d'organiser des coups d'État. En fait, la sud-américanisation, c'est ça, c'est la multiplication sur un continent de petits États qui ne peuvent pas s'opposer à l'emprise des multinationales et qui, par conséquent, n'ont pas le contrôle de leur politique nationale. C'est ça la sud-américanisation. Et Cheikh Anta Diop avait identifié ça. Il disait, mais voilà le risque que courent les futurs États africains indépendants. Et nous savons, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, c'est vrai, nous sommes complètement dans une sud-américanisation. Hein, c'est l'emprise des multinationales qui décide pour beaucoup de ce qui se passe chez nous. Bon. Cheikh Anta Diop avait donc identifié ce risque-là très tôt, avant même les indépendants. C'est par conséquent ce qu'il avait fait, c'est que d'un point de vue du chercheur qu'il était, il a voulu anticiper sur ce risque. Il a voulu anticiper sur ce risque en offrant aux élites politiques africaines
les solutions à mettre en œuvre tout de suite après les indépendances afin d'éviter le scénario d'une sud-américanisation. Et donc, il a, en tant que chercheur, il a anticipé, il a offert des solutions. Et ça, ces solutions, on les retrouve dans son œuvre. On peut dire que pour l'essentiel, il y a, on va dire, 7 solutions que Cheikh Anta Diop a proposées. La première solution, c'est qu'il invitait les États africains à construire un État africain fédéral. Ça, c'était du point de vue de la géopolitique, du rapport des forces. Il disait, d'un point de vue géopolitique, on ne pourra résister à l'Empire américain, on pourra résister à l'Europe, on pourra résister à l'URSS ou à la Chine que si nous-mêmes, nous nous organisons dans la forme d'un État fédéral africain allant du Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Fès au Maroc, voilà, toute l'Afrique. Voilà la première solution que Cheikh Anta Diop avait proposée, la construction d'un État fédéral africain comme réponse géopolitique aux rapports de force internationaux. La deuxième solution que Cheikh Anta Diop avait proposée, c'était, Cheikh Anta Diop disait, mais on peut construire un État fédéral. Le seul problème, c'est que cet État fédéral doit avoir une base sociologique. Si cet État ne repose pas sur une base sociologique, il sera fragile. Voilà. Et donc, Cheikh Anta Diop proposait la formation d'une conscience nationale à l'échelle continentale. Une conscience nationale à l'échelle continentale. Le problème, c'est que comment former une conscience nationale à l'échelle continentale? Le problème, c'était ça. Et là, arrivait la troisième solution de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop pensait qu'on pouvait créer en Afrique une conscience nationale si on diffusait en Afrique ce qu'il appelle la conscience historique africaine, la mémoire historique de l'Afrique, la mémoire que beaucoup de peuples africains connaissent une unité culturelle. Il y a une unité culturelle en Afrique, que beaucoup de peuples africains ont une origine commune qui est l'Égypte ancienne. C'est cette origine commune. Et au-delà même de l'Égypte ancienne et de l'unité culturelle, il y a, par exemple, avec les peuples de l'Afrique du Nord, sur le plan culturel, il y a énormément d'interférences. Et donc, Cheikh Anta Diop proposait que l'on s'appuie sur cette mémoire historique, que l'on fasse prendre conscience aux peuples africains de cette mémoire historique qui leur fera prendre conscience qu'on n'est pas étrangers les uns aux autres. On n'est pas étrangers. On a une culture commune, mais vous savez, quand je suis en compagnie d'Africains du Nord, on pourrait croire qu'on n'a pas la même culture. Puis en fait, non. Les Africains du Nord et les Africains subsahariens, on a beaucoup de convergences culturelles. Au niveau de la danse, on a ce rythme dès l'enfance, on a le même sens de l'humour, on a le même sens de la famille, etc. Bref, il y a vraiment une convergence. Donc, Cheikh Anta Diop disait que l'État fédéral africain doit reposer sur une garantie sociologique. Et cette garantie sociologique, c'est la conscience de sa mémoire historique. Donc, il fallait construire cette mémoire historique. C'est de là que vient le travail historique de Cheikh Anta Diop. Il fallait construire d'un point de vue scientifique, mettre en perspective d'un point de vue scientifique la mémoire historique africaine. C'est ça qui explique son œuvre historique. Ensuite, la quatrième solution que proposait Cheikh Anta Diop, et ça, c'est une solution que on s'étonne de ce que les élites africaines progressistes ne sont pas du tout au courant de cette solution de Cheikh Anta Diop, c'est la solution économique. Cheikh Anta Diop a proposé une solution économique qui pourrait faire, si les Africains mettaient ça en œuvre, en 5 ans, l'Afrique deviendrait une puissance économique. Ce qui est très étonnant, c'est que les élites africaines ignorent cette proposition économique de Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que c'est que cette proposition économique de Cheikh Anta Diop? C'est d'abord une philosophie économique.
La philosophie économique de Cheikh Anta Diop consiste à dire, vous savez, durant la colonisation, les richesses africaines ont été mises en valeur selon une logique de rentabilité externe. Donc, je crois que je n'ai pas besoin de m'exprimer plus sur ce concept, tout le monde le comprend. Hein. Donc, les richesses africaines sont mises en valeur selon une logique de rentabilité externe. L'exploitation des richesses africaines telle qu'elle s'est faite durant la colonisation n'enrichit que la métropole. Elle n'enrichit pas le pays où les richesses sont exploitées. Cheikh Anta Diop disait donc qu'il faut changer de philosophie économique. Il faut désormais mettre en valeur les ressources africaines, les richesses africaines, selon une logique de rentabilité interne et non plus externe, mais interne. Malheureusement, au moment de la décolonisation, on a conservé la philosophie économique coloniale qui consiste à mettre en valeur nos richesses selon une logique de rentabilité externe. Bref, Cheikh Anta Diop nous dit, mettons en valeur nos richesses selon une logique de rentabilité interne. Alors, comment mettre nos richesses, comment mettre en valeur nos richesses selon une logique de rentabilité interne? Cheikh Anta Diop dit, pour cela, il nous faut mettre en œuvre un plan rationnel d'industrialisation. Un plan rationnel d'industrialisation. En quoi consiste-t-il, ce plan rationnel d'industrialisation? Il consiste d'abord à exploiter nos deux avantages comparatifs. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Si vous étudiez l'économie, on va vous dire que l'Afrique a un seul avantage comparatif, qui est la dotation en matières premières. On dit, voilà le seul avantage comparatif de l'Afrique, donc l'Afrique doit organiser son économie par la vente de ces matières premières. Mais Cheikh Anta Diop nous dit, mais non, l'Afrique n'a pas qu'un seul avantage économique. L'Afrique a deux avantages comparatifs. Le premier avantage comparatif, c'est l'abondance de matières premières. OK. Mais il y a un deuxième avantage comparatif qui est l'abondance des sources d'énergie. Des sources d'énergie. Or, quand vous avez abondance des matières premières et abondance des sources d'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la transformation sur place des matières premières. Il ne faut pas vendre vos matières premières brutes, parce que si vous vendez vos matières premières brutes, c'est la rentabilité externe. Si vous transformez vos matières premières, regardez les conséquences si vous transformez vos matières premières. Si vous transformez vos matières premières, ça signifie quoi? Ça signifie création d'entreprises pour transformer les matières premières. Vous créez des entreprises sur place. Or, si vous créez des entreprises, vous créez quoi? Vous créez des emplois. Si vous créez des emplois, vous créez quoi? Vous créez des salaires. Si vous créez des salaires, vous créez quoi? Vous créez des impôts pour l'État. Et ces impôts, l'État va s'en servir pour des investissements publics dans la santé, dans l'éducation. Voyez en quoi c'est une logique de rentabilité interne et non plus externe. Donc, Cheikh Anta Diop nous dit, exploitons nos deux avantages comparatifs et exploitons ces deux avantages comparatifs dans un cadre géographique optimum, qui est celui d'un État fédéral. Donc, dans un cadre géographique optimum. Et la dernière chose que Cheikh Anta Diop nous dit, et on peut s'étonner de ce que les économistes africains n'en parlent pas. Personnellement, je n'en reviens pas. La dernière chose d'un point de vue économique que Cheikh Anta Diop nous dit, allons à la conquête du marché intérieur africain. Parce que ce que beaucoup d'objecteurs vont dire à Cheikh Anta Diop, c'est de lui dire, oui, mais si vous transformez vos matières premières, vous allez les vendre à qui? Mais Cheikh Anta Diop dit, mais nous avons un marché intérieur. Allons à la conquête de ce marché intérieur. Aujourd'hui, le marché intérieur africain, c'est plus d'1 milliard de consommateurs. C'est plus d'1 milliard de consommateurs. On a largement un marché pour écouler nos produits. Regardez la force du marché intérieur africain. Au moment où le téléphone portable est donc apparu, beaucoup de personnes étaient contre l'idée d'amener le téléphone portable sur le marché africain. Ils disaient, mais on ne peut pas investir dans les télécoms
du cellulaire en Afrique, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Bon, il y a quelques opérateurs des télécoms qui ont cru au marché africain, ils sont allés sur le marché africain. Et aujourd'hui, le marché africain des télécoms est le deuxième marché des télécoms au monde, après la Chine. C'est le deuxième marché des télécoms au monde. Ça signifie donc qu'on a un marché intérieur. On a un marché intérieur. Allons à la conquête de ce marché intérieur. Et ça, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que nos plus grands économistes n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de ce concept du marché intérieur africain. Bref, vous voyez que si on applique la vision économique de Cheikh Anta Diop, je vous assure, en 5 années, l'Afrique devient un continent de grande prospérité matérielle. Enfin, la 5e solution proposée par Cheikh Anta Diop pour éviter le scénario d'une sud-américanisation, c'est de mettre en place sur le plan politique un système de séparation des pouvoirs. On sait qu'aujourd'hui, ce qui tue l'Afrique, c'est surtout les régimes autoritaires. Or, ce qui caractérise avant tout un régime autoritaire, c'est la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu ou d'un groupe d'individus. Or, Cheikh Anta Diop, avant même les indépendances, préconisait déjà de mettre en place la séparation des pouvoirs. Enfin, Cheikh Anta Diop préconisait aussi un système éducatif basé sur les langues nationales. C'est tout à fait absurde un pays dont le système éducatif est basé sur une langue étrangère. Voyons en Europe, même des petits pays comme l'Albanie, la Serbie, qui à la limite pourraient se dire, mais pourquoi baser notre système éducatif sur notre langue nationale? Ça n'a pas de portée internationale. Introduisons l'anglais. Pourquoi pas? Eh bien non, même des petits pays comme l'Albanie ou la Serbie, le système éducatif se fait dans leur propre langue. Bon, c'est simplement du bon sens. Donc, Cheikh Anta Diop préconisait déjà ça. Et puis, dernière chose, Cheikh Anta Diop préconisait, pour bâtir en Afrique un corps de sciences humaines et de corps social et un corps de sciences exactes, de s'appuyer sur notre patrimoine de l'Antiquité. Donc, voilà un peu ce que Cheikh Anta Diop avait préconisé. Il avait anticipé sur la sud-américanisation des États africains. Depuis les indépendances, nous vivons dans des États sud-américanisés. Voilà. Or, si nous avions suivi Cheikh Anta Diop, effectivement, l'Afrique d'aujourd'hui ne serait pas sud-américanisée. Donc, effectivement, il y a eu dans la pensée de Cheikh Anta Diop une anticipation. On peut dire que c'est une pensée politique et c'est ça, en fait, le mot qui caractérise la pensée politique de Cheikh Anta Diop. C'est une pensée politique prospective. Il a été le premier, on peut dire, à faire de la prospective en Afrique. Et c'est là tout l'intérêt qu'il y a à découvrir la pensée politique de Cheikh Anta Diop. Effectivement, enfin, c'était clair en lisant votre ouvrage. Oui, en fait, il avait pratiquement fait de la planification stratégique pour l'Afrique pour qu'elle puisse se décoloniser entièrement, parce que là, la décolonisation s'est passée au niveau militaire, au niveau de l'occupation, au niveau du territoire, au niveau voilà, idéologique, malheureusement, la colonisation. Donc, effectivement. Oui, et c'est vrai. oui, donc enfin, moi je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu avec la génération qui a précédé la mienne. En fait, une très grande majorité, c'est des personnes qui, effectivement, comme vous le dites dans le livre, ont été à l'école française. Et bien sûr, la France, comme tout bon colonisateur, elle a planté les graines qu'il fallait dans les têtes de ces colonisés pour qu'ils reproduisent eux-mêmes à leur niveau cette politique de colonisation qui perpétue la colonisation à leur niveau, notamment en semant ces graines du racisme et comment dire, de la supposée infériorité du colonisé par rapport aux colons, par rapport aux blancs. Et effectivement, enfin,
un des résultats, c'était effectivement que les élites politiques, par exemple les élites politiques algériennes, ne méprisent jamais quelqu'un comme elle méprise un Algérien. Hein. Une élite politique, un politicien algérien ne méprisera jamais quelqu'un comme il méprise un Algérien. Hein, c'est ça à quel niveau en fait la colonisation a vraiment a inculqué cette méprise de soi en réalité. Hein. La méprise de soi, oui, effectivement. Oui. Et enfin, vous en parlez très bien dans votre livre. Cheikh Anta Diop a essayé de redonner cette conscience, cette fierté, cette connaissance de l'histoire de l'Afrique qui est vraiment formidable. Et aussi, en fait, il l'a fait contrairement à ce qu'ont fait des pays comme la France ou les États-Unis, il l'a fait sur des bases scientifiques, c'est-à-dire il a voulu que les Africains connaissent leur Afrique, leur histoire réelle, hein, alors qu'en France, par exemple, leur État-nation, l'État-nation français, a été construit sur des mythes. Hein, le mythe des Gaulois et compagnie. Hein. C'était Ernest Renan qui avait tissé un peu ce roman national de qui sont les Français, c'est des Gaulois et les Gaulois sont comme ci, comme ça. Enfin, un truc qui ne tient pas debout de toute façon. Le mythe en philosophie, le fameux mythe du miracle grec. Voilà, exactement. Oui, alors qu'en réalité, il n'y a rien de tel. Et je trouvais d'ailleurs assez marrant que quand Macron avait traité les Français de Gaulois réfractaires, qu'il y avait beaucoup de gens qui répondaient qu'ils étaient Gaulois et fiers, mais en fait, ils ne sont même pas Gaulois. C'est ça le truc. Mais ils ont tellement, en fait, ils sont endoctrinés aussi en Occident. Et c'est ce que voulait éviter Cheikh Anta Diop, corrigez-moi si je me trompe, il voulait que les Africains connaissent leur vraie histoire basée sur la science. Hein. C'était un scientifique, effectivement, factuel. Voilà, dans toutes ces démarches, il cherchait vraiment à se baser sur les faits. Et puis aux États-Unis, n'en parlons même pas, hein, c'est le mythe du manifeste Destiny, hein, Destinée manifeste, comment ils disent aussi la terre de l'opportunité. Alors là, c'est des trucs purement, comment dire, capitalistes, cupides. C'est normal qu'ils aient des crises tous les 10 ans. Mais enfin, donc vous confirmez bien que Cheikh Anta Diop, il voulait vraiment se détacher de ces modèles un peu mensongers, hein, de construction du mythe national, hein, qui est vraiment un mythe en l'occurrence, hein, dans le cadre des pays occidentaux. Hein, il voulait vraiment que les gens connaissent leur vraie histoire. Absolument. Mais vous savez, lorsque vous m'avez contacté pour faire cette interview, j'ai été agréablement surpris. Mais en tout cas, c'était d'abord quelque chose d'agréable parce que je me suis dit, voilà quelqu'un originaire d'Afrique du Nord qui me contacte à propos de ce livre de Cheikh Anta Diop. J'étais heureux parce que je me disais, mais effectivement, nos frères d'Afrique du Nord doivent comprendre, il faut qu'ils comprennent cela, que Cheikh Anta Diop aussi est capital pour eux. Ne serait-ce que pour une seule chose, c'est qu'en Afrique du Nord, comme en Afrique subsaharienne, nous sommes prisonniers d'une élite qui est européocentrée. En Afrique du Nord, c'est terrible. Malgré les discours nationalistes que tient cette élite, il s'agit d'une élite qui est complètement européocentrée. Et en Afrique subsaharienne, on a la même chose. Et la seule manière pour nous de nous débarrasser de cet européocentrisme, c'est effectivement de lire les travaux de Cheikh Anta Diop. Alors, on sait qu'en Afrique du Nord, une des manières des gens de se libérer de cet européocentrisme, c'est, vous savez, comme on dit, la nature a horreur du vide. En Afrique du Nord, les gens veulent se débarrasser de l'européocentrisme, mais ils n'ont pas d'offre. Et donc, comme la nature a horreur du vide, il y a une autre offre qui vient. C'est le fondamentalisme islamique qui vient. Et donc, par conséquent, la jeunesse se tourne vers le fondamentalisme islamique. Parce que, effectivement, c'est la seule offre
qui est sur le marché pour eux de se libérer de l'européocentrisme. Mais ils doivent savoir qu'ils peuvent se libérer de l'européocentrisme sans verser dans un radicalisme idéologique. C'est véritablement la découverte des travaux de Cheikh Anta Diop. Les travaux de Cheikh Anta Diop nous permettent de nous débarrasser de l'européocentrisme tout en restant serein, tout en nous évitant de verser dans une autre idéologie. Donc, c'est à cause de ça que j'ai vraiment été très, très sensible au fait que par votre sollicitation, j'ai vu, tiens, il y a un frère d'Afrique du Nord qui a lu ce livre, qui a été intéressé par ce livre. Et ça, vraiment, ça m'a enchanté. Ça m'a enchanté. Hein. En tout cas, c'est… merci, merci à vous surtout qui avez rédigé ce livre, qui avez mis ce livre à disposition de tous. Mais oui, enfin, vous avez totalement raison. Enfin, pour reboucler un petit peu avec mon expérience, alors oui, dans la tombée dans le fondamentalisme islamiste, donc effectivement, enfin, moi j'avais vécu en Algérie pendant toute la décennie noire et c'était la génération un petit peu plus vieille que la mienne. Et en gros, c'était la génération qui était née un petit peu après l'indépendance. Effectivement, il y avait un vide politique total. Un vide politique total. Et oui, donc ils étaient pour certains d'entre eux en tout cas, parce que oui, vous aviez en gros deux catégories en Algérie, à l'époque en tout cas, maintenant c'est un petit peu changé. Vous aviez ceux qui étaient complètement énamourés par l'Occident. Hein, donc, eux, ils essayaient de ressembler au maximum aux Occidentaux. Ils disaient bon courage. et puis oui, parce que bien sûr, s'ils se retrouvaient en Occident, c'était pour se faire cracher sur la figure, hein, en tant qu'arabe. Et puis, vous aviez ceux qui rejetaient l'Occident. Et effectivement, la seule alternative qu'ils avaient, c'était le fondamentalisme. Islamiste en l'occurrence. Et oui, donc ça a conduit à un chaos total hein, au niveau de l'Algérie, à travers cette violence, ce déchaînement de la violence pendant 10 ans. Mais même aujourd'hui, ce n'est pas formidable. Alors quand même, la jeunesse aujourd'hui, quand même, elle arrive à voir un peu plus clair. Mais c'est vrai que, c'est vrai un peu pour reboucler un petit peu avec ce que vous dites, il y a toujours eu cette expression en Algérie, pratiquement une blague, mais qui ne fait pas trop marrer en réalité, et qui est vrai en plus, qui est que, en fait, le système éducatif algérien, il vous enseigne l'histoire à partir de 1830, arrivée des Français. Avant 1830, en gros, il n'y avait pas grand-chose. Oui, c'est vrai, littéralement. Oui, littéralement. C'est ça, c'est ce système éducatif que je… Même en Algérie, ah oui. Oui, donc l'histoire débute à 1830. Donc là, bon, bien sûr, alors ça dépend des profs que vous aviez en face, mais généralement, c'est quand même la haine de la France et de… Bon, raison de haïr la France. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de haïr, mais avant 1830, il n'y avait rien en Algérie. Ça, on n'en parlait pas. On ne vous en parlait pas en tout cas. Hein. On savait qu'il y avait des invasions islamiques à un certain moment. Oui. Voilà, après, on passait tout de suite à 1830. Et effectivement, donc ça a créé effectivement un vide historique déjà, et effectivement identitaire, et donc politique ensuite, comme vous dites. Hein. Et voilà, donc effectivement, il y a des gens qui sont engouffrés là-dedans, des gens pas très bien intentionnés. Et oui, donc voilà, c'est ça. Et même aujourd'hui, je vois un petit peu, enfin, je connais plus aujourd'hui la Tunisie que l'Algérie, le contexte tunisien. Mais il y a encore aujourd'hui des gens en Afrique du Nord qui sont en admiration devant l'Occident. Et oui, c'est assez malheureux parce que voilà, c'est le complexe du colonisé, c'est ce manque d'identité. Et oui, donc si les gens, je les invite fortement hein, à s'approprier les travaux de Cheikh Anta Diop et puis d'autres chercheurs africains notamment, pour retrouver cette histoire de l'Afrique qui est formidable et qui a été censurée. Hein, c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est l'hégémonie culturelle. Hein,
typiquement. Hein. Donc, c'est des différents historiens et scientifiques occidentaux qui étaient déjà eux-mêmes biaisés, n'est-ce pas, hein, quand ils faisaient leurs travaux. Et puis, pour certains même, j'imagine, ils procédaient à de la censure, voilà, parce que voilà, ils ne voulaient pas qu'on mette trop en avant quand même l'Afrique, parce qu'il y a ce récit de supériorité de la race blanche et tout. Il ne pas casser. Enfin bref, oui, donc ça c'est pour reboucler un petit peu par rapport à ce que vous dites, à partir de mon expérience personnelle. Oui, s'il faut faire l'histoire réelle de l'Afrique du Nord, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, hein, jusqu'à l'Antiquité, dans l'espace géographique que constitue aujourd'hui le Maroc, l'Algérie. Il s'est passé énormément de choses. Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a toute une histoire là, bien sûr. Oui. Et donc, effectivement, il est important de se réapproprier cette histoire-là pour savoir effectivement d'où l'on vient, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les brassages qui ont été faits, parce qu'en Afrique du Nord, il y a eu énormément de brassages, mais il est important de bien connaître quels ont été les éléments de ce brassage, etc. Oui, effectivement. En tout cas, il faut aller au-delà du 1830. Oui. Dans la prochaine partie. Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, il est audible et visible pour ses travaux en égyptologie, ce qui est énorme, parce qu'avant, il y avait un blackout. Ce qu'on peut regretter, justement, c'est que le versant politique de sa pensée ne soit pas encore connu des gens.